Bonjour, je suis Patrice Brasseur et dans cette vidéo, je vous parle d'un troisième travail d'Hercule, qui est la quête des pommes du jardin des Hespérides, qui raconte toute l'histoire de l'humanité dans sa recherche de la vérité. Qui sommes-nous? Où est-ce que l'on cherche véritablement? Et à travers les 5 épreuves que passe Hercule à travers ces tests, eh bien, nous apprenons, et il apprend et nous apprenons nous aussi à distinguer ce qui nous permet ou bien de nous rendre encore plus malades, ou de rendre plus malade l'humanité, ou de guérir l'humanité, et de participer à cette belle œuvre. Le travail d'Hercule, qui est relié à ce qu'on appelle les énergies du Gémeaux, les énergies du signe du zodiaque des Gémeaux. Vous allez me dire pourquoi est-ce que quel est le rapport entre la guérison et puis les Gémeaux? C'est parce que les Gémeaux, ce sont Castor et Pollux, deux dieux romains qui étaient des dieux guérisseurs. Et le signe des Gémeaux, c'est un signe très particulier qui assure la relation énergétique entre tout. C'est aussi bien une relation énergétique horizontale qu'une relation énergétique verticale. Donc tout est relié par cette énergie-là, symboliquement, tout fonctionne, tout est en rapport, aussi bien le monde spirituel qu'avec le monde matériel, que entre nous à tous les niveaux. Donc c'est l'énergie Gémeaux qui organise les mouvements qui sont derrière absolument tout ce qui vit et derrière tout ce qui existe. Et là, c'est très important parce que dans les enseignements ésotériques, on dit que toute maladie, qu'elle soit psychique ou physique, résulte d'une inhibition de l'âme dans son extériorisation à travers la personnalité. Je le redis. Toute maladie, qu'elle soit psychique ou physique, résulte d'une inhibition de l'âme dans sa circulation à travers la personnalité. Ça veut dire que tant qu'elle ne peut pas circuler normalement à travers la personnalité, eh bien, ça ne va pas du tout, et c'est ce qui finit par nous rendre malades. Il est bien évident que cette maladie, c'est quelque chose sur laquelle on va revenir, et qui est pas forcément physique. Je disais que c'est aussi psychique, et on va voir dans quel état finalement l'humanité se trouve, dans quel état de maladie l'humanité se trouve, même si elle n'en a pas du tout conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette quête de la connaissance, que nous allons voir à travers le troisième travail d'Hercule, la quête des pommes du jardin des Hespérides, c'est que cette quête de la connaissance, on pourrait dire, mais quel rapport avec la maladie? D'autres écrits disent qu'effectivement, nous sommes malades de notre ignorance. Et tant qu'on ignore qui on est véritablement, tant qu'on ignore notre véritable nature, ça peut pas fonctionner. Il est évident que si on ignore totalement que nous sommes fondamentalement âme, cherchant à s'exprimer à travers une partie de nous-mêmes qu'on appelle la personnalité, le moi. Si on ignore qu'on est âme cherchant à s'extérioriser à travers la personnalité, il est évident qu'à partir de là, il est difficile de savoir si on laisse passer l'âme à travers nous ou si on la laisse pas. Donc c'est pour ça que le point de départ, c'est de savoir qui on est véritablement, comment est-ce qu'on fonctionne, et de comprendre finalement quelle est la vérité, quelle est la connaissance, qu'est-ce qui peut nous amener à savoir qui on est et comment laisser libre cours à cette circulation. D'où un petit peu le titre de ce soir qu'on va retrouver, tu sais ou tu sais pas. Est-ce qu'on sait ça ou est-ce qu'on le sait pas? Est-ce qu'on sait qui on est ou on le sait pas du tout? Donc c'est ce que nous allons voir donc à travers ce travail d'Hercule. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque fois donc qu'on est dans cette meilleure connaissance de soi, c'est vraiment pour nous l'idée, c'est de savoir qu'on va aller dans une meilleure circulation justement de l'âme à travers cette personnalité. Alors, pour illustrer cette problématique, on a choisi donc un travail d'Hercule. Alors là, attendez, je change. Voilà. C'est merveilleux, ça fonctionne. Voilà. Donc on va choisir un travail d'Hercule, qui est le troisième travail, qui s'appelle la quête des pommes du jardin des Hespérides. Alors là, on pourrait dire, mais qu'est-ce que vient faire Hercule là-dedans, ce personnage de la mythologie, et quel est le rapport avec la quête de soi? Ça peut paraître un petit peu étrange. En effet, ce qu'on ignore généralement, c'est que Hercule n'est pas l'espèce de rigolo qu'on voit dans toutes les différentes mythologies, que ce soit Héraclès en Grèce ou que ce soit Hercule dans la culture latine. C'est que Hercule est un véritable initié et qu'il est considéré dans les enseignements ésotériques comme faisant partie d'un trio fondamental: Hercule, Bouddha, Jésus. Donc les 3 points qui sont à différents moments de la vie, puisque Hercule a vécu à peu près entre 5 et 6 000 ans avant le Bouddha.
C'est pour ça qu'on a un petit peu perdu sa trace en tant qu'initié. Et pourtant, quand on cherche, eh ben on trouve qu'effectivement Hercule, il a laissé des traces absolument partout, dans toutes les civilisations, jusqu'en Inde. À chaque fois, il a des noms un petit peu différents, mais on retrouve vraiment ce qu'il est, on retrouve ses caractéristiques, et on retrouve ces fameux 12 travaux. Et en fait, les 12 travaux d'Hercule, au-delà des dessins animés ou de toutes les histoires qu'on peut en faire, c'est un véritable enseignement initiatique. Hercule, comme initié, il a laissé les 12 travaux qui sont les 12 étapes fondamentales que tout humain qui évolue doit passer pour pouvoir arriver à la connaissance de soi, à la quête de la vérité et trouver qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Le tout, c'est de voir comment est-ce qu'on peut interpréter ces 12 travaux qui vont justement dans ce sens. Donc les 12 travaux sont 12 marches fondamentaux pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la troisième, qui est très intéressante parce que c'est comme si elle proposait un peu d'emblée un résumé de tout. C'est comme si avec ce troisième travail, on a une petite idée finalement de toutes les difficultés de la quête par lesquelles passe l'humain et la difficulté justement à savoir qui on est, où on va et finalement à laisser passer l'âme à travers nous et guérir non seulement nous-mêmes mais surtout l'humanité. Alors voyons ça d'un petit peu plus près en racontant un petit peu ce troisième travail et en vous précisant que on parle généralement du mythe d'Hercule et qu'il faut bien comprendre qu'un mythe c'est un ensemble de symboles organisés dans un récit, dans une histoire, mais à valeur d'enseignement. C'est-à-dire que tout le monde sait que dans un mythe, Hercule n'a jamais fait les 12 travaux tels qu'ils sont racontés, bien évidemment. Donc les mythes, c'est un ensemble de symboles agencés dans une histoire, mais qui a véritablement une valeur d'enseignement. C'est valable pour tous les mythes, ce que la définition que je viens de vous donner. Et donc c'est ce qu'on va retrouver ici dans le mythe d'Hercule. Et donc, dans l'histoire des mythes, eh bien, Hercule a un instructeur, et cet instructeur lui demande de passer par différentes étapes, différentes épreuves, pour pouvoir avancer, pour progresser, ce qui nous est demandé à tous. Et donc, dans ce travail, on lui dit, Hercule, il est temps que tu ailles chercher les pommes du jardin des Hespérides. Alors, Hercule, bon, qu'est-ce que c'est? Les Hespérides, ce sont les filles, les 3 filles du géant Atlas. Et elle possède un jardin absolument merveilleux. Et au centre de ce jardin, il y a un pommier extraordinaire, des pommes d'or. Et voilà, si tu veux accepter ta mission, c'est d'aller recueillir ces pommes d'or. Mais sache que tu ne peux pas les cueillir par toi-même. Seuls les Hespérides peuvent cueillir ces pommes. Donc toi, tu ne pourras absolument pas le faire par toi-même. Et puis pour y arriver dans ce jardin, eh bien, tu vas passer à travers des tests. Principalement 5 tests. Mais fais attention parce qu'ils sont pas faciles. Ils vont vraiment te demander beaucoup de sagacité parce que tu risques de te faire piéger à tous les coins de rue. Donc fais attention, mais vraiment, vas-y. Déploie ton pouvoir de chercher. Hercule dit, écoutez, on va voir, j'y vais. Et puis Hercule dit, suis-je bête? Cher instructeur, il y a simplement une chose que vous m'avez pas donnée, c'est l'adresse du jardin. Où trouver le jardin? Et l'instructeur lui dit, souviens-toi ce que je viens de te dire. Déploie ta pouvoir de chercher. Vas-y. Bon, d'accord. Alors Hercule se dirige vers le nord, à tout hasard. Et là, il cherche. Pas de trace de jardin des Hespérides. Naturellement, il se renseigne tout le temps. Il arrête tous les passants. Tu sais ou tu sais pas? Tu sais où il est le jardin? Non, tu sais pas. Non. Et toi, tu sais ou tu sais pas? Non, moi je sais pas. Et toi? Il y en a qui disent oui, bien sûr, je sais, je connais le jardin. Il est là, il est comme ça, il est là. Et Hercule y va, puis non, il trouve des jardins, mais ça n'a rien à voir avec le jardin des Hespérides. Il trouve, donc on lui donne des fausses pistes qu'il suit parce qu'il n'a pas d'autres idées. Mais naturellement, ça ne mène pas là où il veut. Alors, le surveillant de loin, son instructeur se dit, faut peut-être quand même lui donner un petit coup de main. Et donc, il a un pote qui s'appelle Néré. Et ce Néré, qui est un vieux sage, il a la capacité de prendre n'importe quelle forme. Et donc, Néré, il va se présenter sous le chemin d'Hercule, un peu sous la forme d'un quiconque. Et il se met sur le chemin d'Hercule. Hercule, naturellement, comme tout le monde, lui dit, bonjour, est-ce que tu sais où est le jardin des Hespérides? Et Néré lui dit, jardin des Hespérides. Qu'est-ce qu'on te demande de trouver? Est-ce que c'est un symbole? Ou est-ce que un état d'esprit, un état de conscience? Ou est-ce que c'est vraiment un lieu véritable?
Hercule dit, bah, c'est une question intéressante, mais enfin bon, voilà, ça m'avance pas, donc tu sais pas. Hein, tu sais pas où il est, bah, bon, bah écoute, tant pis, bah, au revoir. Ah, Hercule passe son chemin. Bon, son instructeur dit, bon, bah c'est loupé, et il demande à Néré, il dit, écoute, on va lui donner une deuxième chance. Allez, remets-toi sous une autre forme sur son chemin, et on réessaye. Et là, cette fois-ci, Néré, lui a la question, il lui dit, hey, tu sais, effectivement, le jardin, je ne sais pas vraiment où il est, mais si on écoute vraiment derrière des petites choses, si on écoute derrière les apparences, si on regarde derrière les apparences, si on commence un petit peu à voir au-delà des factuels, on trouve des pistes, on trouve des indications qui peuvent nous mettre sur la voie de notre recherche. Hercule, bon, d'accord, ok, merci. Non, mais c'est intéressant tes réflexions, mais en fait, tu sais pas quoi. Bon, non, je sais pas. Non, bon, bah, tant pis, au revoir, merci quand même. Et là, l'instructeur dit, oh là là, bon, bah, pas évident. Il dit à Néré, bon, allez, troisième et dernière chance, on essaye. Et Néré, cette fois-ci, donc, lui dit, bah, écoute, le jardin des Hespérides, tu sais, il faut savoir qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, il y a une force, il y a une âme, il y a une sagesse. Et c'est là-dessus que nous devons nous aligner régulièrement. Nous devons chercher à l'intérieur de nous où est cette sagesse, où est cette force, où est cette âme que nous sommes. Et c'est ça que nous avons à trouver véritablement. Et Hercule lui dit, non, ben oui, je suis d'accord, mais moi ce que je cherche, c'est un jardin. Donc tu t'as rien hein, là-dessus, tu n'as pas de renseignements sur le jardin? Non. Bon, bah tu sais pas. Bon, bah merci quand même, au revoir. Et là, vraiment, son instructeur Néré laisse tomber, dit non, mais vraiment, il ne pense qu'à une seule chose, et son truc, bon, pas moyen. Enfin bon, voilà, il va finir par apprendre. Arrêtons-nous là un instant. Si on réalise que toute cette histoire d'Hercule, donc c'est l'histoire de la recherche. Regardez comme Hercule qui va au nord, vous remarquerez que le nord, c'est l'endroit où il n'y a pas de lumière. C'est là où va pas le soleil. C'est donc un endroit où on nous demande de nous intérioriser. Et la grande leçon du Nord, et que Hercule va apprendre, c'est de rendre compte que la lumière ne vient pas de l'extérieur. Les réponses que nous cherchons ne viennent pas de l'extérieur. Et vous remarquez comment à 3 reprises, c'est dit différemment à Hercule qu'il ne l'entend pas. Lui, il continue d'être persuadé qu'on va avoir des renseignements de l'extérieur. Regardez-nous comment on cherche. On commence tous, mais alors tous, exactement comme ça. T'aurais pas un bon bouquin hein, qui me renseigne sur truc? Tu aurais pas de comment devenir un initié en Dilson? Est-ce qu'on pourrait pas dire comment méditer pour être bien dans sa vie? Comment faire ceci? Comment? Alors, on a plein de trucs et on nous donne quelquefois des pistes qui sont tout à fait mauvaises, mais qu'on se rend compte une fois qu'on les a suivies. On en rencontre d'autres ou bien d'autres. Non, c'est pas trop. Non, on voit pas. Bref. La plus grande difficulté à laquelle nous sommes nous aussi confrontés, c'est de déployer notre pouvoir de chercher. Mais pas de chercher extérieurement, pas de chercher des réponses toutes faites. De se dire que la grande réponse de notre quête, c'est à l'intérieur que ça va se passer. C'est pas de l'extérieur que ça va venir. Même si quelquefois, les aides extérieures peuvent être des coups de main, ça peut être des indications, ça peut être même quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes. Mais tant qu'on cherche à l'extérieur ou tant qu'on cherche superficiellement, on va pas trouver. Regardez combien de fois on peut dire « Ah, t'as vu quelque chose un bouquin un petit peu plus difficile qui nous demande de nous intérioriser. Oui, ah bah je connais. Oui, non, mais ça, je sais. Non, mais je suis au courant. Non, mais j'ai déjà lu des trucs. » On est d'une superficialité parfois absolument étonnante. On a l'impression de savoir, ou on a l'impression que c'est ça, ou c'est pas un truc qui va nous en dit le son, donc ça va pas être facile. Bref, on passe à côté exactement comme Hercule. Et ça pendant un bon bout de temps, parfois pendant des années, avant de découvrir autre chose. Et comme Hercule, qui finalement, en repensant à toutes ces expériences, dit « Je crois bien que j'ai loupé quelque chose là. Je crois bien que la citation, c'était d'essayer d'écouter un petit peu mieux ce qu'on me disait. » En attendant, filons plein sud. Et il va plein sud. Et là, toujours rien, toujours pas d'indication, mais il tarde pas de tomber à un moment donné sur un dragon. Or, on lui avait bien dit de faire attention parce que le pommier au centre du jardin des Hespérides était gardé par un grand dragon à plusieurs têtes, à 9 têtes. Et il voit un dragon à 9 têtes.
Il dit, ben, sans m'en rendre compte, j'y suis. C'est tout simple. J'ai plus qu'à vaincre le dragon, on va s'occuper de lui en 2 temps 3 mouvements, et puis le pommier doit être quelque part derrière, et hop, c'est fini, j'ai réussi ma quête, il suffisait d'aller au sud. Et il s'attaque au dragon. Mais il n'en vient pas à bout. Et il se rend compte que plus il combat le dragon, plus le dragon reprend des forces. Et moins Hercule se dit, je peux pas le vaincre comme ça. Alors il s'intériorise, il reste un petit peu comme ça, et il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on me propose cette épreuve, c'est que je peux forcément la réaliser. Donc comment vaincre ce dragon? Et là, il se rend compte qu'effectivement, le dragon, il se nourrit de toutes les forces telluriques. Il se nourrit du combat. Il se nourrit de la force d'Hercule. Et que plus on le combat, plus il se renforce. Il dit donc le seul moyen de l'avoir, c'est de le couper de tout ça. Donc il aborde le dragon pas du tout dans l'agressivité. Et il le prend simplement. Et hop, il l'élève en l'air. Il le coupe carrément des forces telluriques. Et là, le dragon, effectivement, perd ses forces, se dessèche. Et il tombe. Et il dit à Hercule, on se retrouvera au 8e travail. Et Hercule retrouvera le dragon au 8e travail, et là, ce sera une autre paire de manches. Et Hercule se dit, bon, ok, à plus tard. En attendant, moi, j'ai mes pommes, et donc, il cherche derrière le dragon, et puis, où est-ce qu'il est, ce foutu pommier? Bon, pas d'Hespéride, rien du tout. Pas de pommier. Il réalise que c'est pas le bon jardin, c'est pas le bon dragon, et que finalement c'est pas ça, et que sa quête elle est pas du tout finie. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage du dragon? Eh bien, quand on a cherché en soi, quand on commence à avoir des questions, des réponses, quand on commence à dire bon, je sais pas si je sais pas, bon, on finit parce qu'on cherche, on finit par trouver des tas de choses qui nous proposent d'avancer. Alors dans plein de domaines, je vous les cite en vrac. On peut très bien se dire, je vais faire une démarche à partir du yoga, à partir du qigong, à partir du Viking, à partir de la marche de la lumière, à partir de plein de choses. Je peux commencer à faire de la méditation pleine conscience. Je peux commencer à faire tout simplement de la communication avec les morts. Je peux faire plein de choses. Le marché en ce moment concernant toutes les techniques possibles et imaginables concernant ce genre d'approche est absolument immense. Et donc, je trouve sur des trucs qui me plaisent, des bouquins, des cours, des ateliers, des choses, et je pratique ça. Et je pratique ce qui m'apparaît, donc, moi, je suis persuadé, qui est une démarche spirituelle. Mais c'est pas une démarche spirituelle. C'est ce que nous apporte le dragon. C'est une démarche de développement personnel. On va dire, oui, mais c'est une démarche de développement personnel, mais qui doit m'amener à la spiritualité. Oui, mais il y a un problème. C'est que l'âme est fondamentalement impersonnelle. Mon âme qui s'occupe de moi, ça n'existe pas. L'âme est groupe, l'âme est globalité. Et donc, penser qu'une démarche personnelle d'amélioration de soi va aboutir à l'âme, c'est combattre le mauvais dragon et c'est se tromper complètement de combat. Ça ne peut pas aboutir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Mais on y va à fond. Ben oui, on y va à fond parce que comme Hercule, on est persuadé qu'effectivement, c'est ça qui va arriver à nous faire avancer. Et que, par exemple, qu'est-ce que représente le dragon et ses têtes? Tous nos défauts. Hercule, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si je veux arriver au niveau spirituel, il faut que je combatte toutes ces têtes. L'orgueil, la haine, tous les processus d'argent, d'égoïsme, etc. Le dragon, il représente toutes ces têtes-là. Et Hercule, il combat ça en disant, il faut absolument que je combatte ça si je veux avancer spirituellement. Sauf que c'est la personnalité qui fait ça. Et que la personnalité ne peut pas s'auto-purifier puisque c'est elle qui génère. Jamais la personnalité, la conscience de soi ne peut purifier ce qu'elle-même continue de générer en permanence. Donc ça ne peut pas marcher, même si parfois ça donne l'impression que je progresse quand même. Je progresse, mais je suis toujours centré sur moi. Et donc le voyage au sud, c'est fondamental parce que c'est le voyage où on commence à prendre conscience de quelles sont les motivations justes pour faire cette démarche. Est-ce que c'est une démarche, est-ce que c'est une motivation personnelle? Par exemple, combien de fois on commence la méditation, presque toujours, en disant « J'ai lu que grâce à la méditation, j'allais aller mieux dans ma vie, j'allais mieux me poser, mieux me concentrer, et que finalement j'ai peut-être plus d'amour, peut-être plus de lumière, j'allais mieux comprendre les choses, et que ça allait s'améliorer peut-être avec mon entourage, etc. » Ouh,
Ça, c'est ce qu'on appelle une motivation hyper personnelle et individuelle. Qui c'est qui est le gagnant? Moi. Qu'est-ce que ça renforce? Moi. Et si je réussis ma méditation, qui sera gagnant? Moi. C'est pas l'âme? Ah non, certainement pas l'âme. Certainement pas. L'âme, pour l'atteindre véritablement, il faut passer à l'impersonnalité, au-delà du personnel. Arrêter de se centrer sur soi et de s'occuper de soi. Bah oui, mais moi, si je veux aller mieux, si je veux m'améliorer, c'est quand même moi. Enfin, c'est important. On va voir qu'effectivement, il y a d'autres solutions. Mais Hercule nous dit, non, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si on y va comme ça, on est malade. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que l'ensemble de l'humanité est malade. Nous sommes tous malades, même si nous n'avons aucun symptôme physique. Parce que tant qu'on est dans le moi, on est séparé. Et plus on s'individualise, plus on se sépare. Moins on est dans la conscience globale que représente justement le monde de l'âme. Et la maladie, comme je vous le disais, c'est ça. Plus on est séparé, moins on est dans la circulation globale entre l'âme et la personnalité, ou entre l'humanité et tout ça, moins on est justement dans cette globalité. Et forcément, c'est ce qu'on appelle la maladie. Même encore une fois, si apparemment on est en bonne santé. Mais regardez comme l'humanité dans son ensemble est malade. Je vais pas vous faire de petits dessins, ça saute tellement aux yeux, à tous les niveaux. Parce qu'on est coupé de l'âme. Et on pourrait dire, oui, mais moi je fais un effort pour faire une démarche. Oui, mais c'est une démarche personnelle, c'est un effort personnel, qui n'améliore que moi. Alors on pourrait dire, oui, mais comment faire autrement? On peut pas. Et c'est pour ça que Hercule ne peut pas éviter le Sud. Parce que c'est une expérience qu'on doit tous avoir. On ne peut pas se dire, je vais commencer tout de suite une démarche spirituelle d'une manière impersonnelle, ça n'existe pas. On est toujours motivé au départ par soi. Moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, si je médite, qu'est-ce que ça me donne pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Moi, si je fais une quête sur la vérité, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? C'est complètement personnel, égoïste. Mais on ne peut pas faire autrement. Il faut aller au bout de ça pour arriver à un moment donné à se rendre compte que ça tourne en rond et qu'on obtient apparemment certains résultats, mais pas ceux qu'on veut, et que ça ne nous met pas du tout en rapport avec l'âme. Mais tant qu'on l'a pas expérimenté, ça marche pas. Et c'est pour ça, oui, ça c'est vraiment très important, parce que on pourrait dire, mais peut-être qu'Hercule aurait pu éviter. Non, non, il aurait certainement pas pu éviter. C'est un passage obligé pour chacun d'entre nous. C'est ce travail qui nous fait travailler sur quelle est ma motivation. Et comment je réalise que ma motivation est au départ égoïste, et comment cette motivation, elle me coupe, donc elle me rend malade, et comment cette motivation, progressivement, elle va changer complètement. Et c'est ce qu'on va voir avec Hercule. Alors Hercule, une fois qu'il a compris ça, qu'il est sur la mauvaise direction, il dit, on va aller vers l'ouest. On a fait le nord, on a fait le sud, allons vers l'ouest. Et il va vers l'ouest. Et là, il va rencontrer quelqu'un dont on lui a parlé en chemin, un dénommé Busiris. Et ce Busiris, il est renommé parce qu'on dit c'est un sage, il est absolument extraordinaire, il sait tout. Il a lu tous les bouquins, c'est vraiment le sage, c'est vraiment l'éclairé, l'illuminé. Il a un savoir absolument immense. Alors Hercule s'est dit, super, je vais aller voir ce monsieur. Et puis du coup, ça va m'éclairer. Alors Busiris reçoit Hercule, il lui dit, alors qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche les pommes de la sagesse, les pommes de la connaissance. Alors Busiris lui dit, tu sais que c'est un vieux mythe ça, hein. Depuis Adam et Ève, tout ça, les pommes, c'est toujours le symbole de la connaissance. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est vraiment le symbole fondamental de la quête de l'humain. Hercule dit, oui, je suis un peu au courant, donc je cherche un peu les connaissances. Et Busiris lui dit, t'es bien tombé. Tu peux arrêter ta quête avec moi. Tu vas tout apprendre, tu vas tout savoir. Hercule dit, non. Si. Sans plus de problème. Vas-y, installe-toi, deviens mon disciple et tu vas voir ce qui se passe. Bon, Hercule, très content. Et il écoute Busiris. Ah, c'est sûr. Ah, Busiris, mais il sait plein de choses. Il répond à toutes les questions d'Hercule. Il répond même à des questions que Hercule posait pas. Donc c'est dire qu'il sait tout, il a la réponse à tout, il fait entrevoir à Hercule vraiment les connaissances ésotériques, les connaissances de mais Hercule trouve ça absolument fabuleux. Et du coup, il dit voilà, ça y est, les pommes, c'est un symbole, mais j'ai compris. Donc du coup, ça y est, j'ai trouvé là les pommes. C'est pas la peine que je les trouve en vrai. Et il reste, on dit, plus d'un an à écouter Busiris, tellement ça le fascine. Et d'un coup, il dit, mais je pourrais pas vivre moi sans ce type-là.
moi, je ne pourrais pas m'imaginer le quitter puis aller reprendre ma vie d'avant. Je dirais, il sait toujours tout. Il y a, ça a l'air sans fin, son savoir. Donc, je vais rester là à vie. Il reste. Et à un moment donné, il y a une phrase qui lui revient, qu'il avait lue autrefois. La connaissance rend libre. La connaissance rend libre. Il a dit, mais attends, ça va pas du tout, ça. Moi, plus je grandis en connaissance, plus je suis dépendant de ce Busiris. Plus je suis dépendant de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il sait. Et là, il découvre que, mais non, c'est pas la connaissance qu'il est en train d'acquérir auprès de Busiris, c'est les connaissances. Et ça n'a rien à voir. Ah ça, Busiris n'arrête pas de lui dire, tu sais ça? Non, non, tu sais pas. Ah, tu sais pas? Bah, je vais te raconter. Et ça, tu sais? Non, non, je sais pas. Bah, je vais te raconter. Et Hercule est absolument fasciné par tout ça. Mais c'est pas la connaissance avec un C majuscule. Ce sont toutes les connaissances. Et il s'aperçoit que d'un seul coup, toutes les connaissances, et il a un mental bien rempli, il a un mental maintenant complètement fasciné par tout ça, mais ça l'aliène totalement. Or, la connaissance rend libre, la connaissance libère, la connaissance permet une circulation de l'âme à travers la personnalité, et là, il n'y est pas du tout. Là, il se sent complètement esclave de Busiris, qui s'entend qu'à un moment donné, d'ailleurs, Hercule va partir, il l'attache, carrément. Vous voyez le symbole, il l'attache vraiment. Et Hercule, bon, bah, est attaché, et puis il dit, oh, après tout, je me plains pas. Continuons d'avoir des connaissances, on verra plus tard. Mais quand même, tout ça, ça le travaille. Et puis d'un seul coup, il dit, mais c'est insupportable d'être attaché. Certainement, je me suis encore fait avoir avec un piège. C'est une fausse route. Il faut que je me libère. Et là, il se souvient, il y a quelque chose qui lui revient. C'est la troisième réponse de Nérée quand il était au nord. Et qui lui disait, ce qu'on cherche, c'est à l'intérieur de nous. Il y a une force en toi, il y a une âme en toi, il y a une sagesse, une énergie en toi. Relie-toi à cette énergie, à cette force et à cette sagesse, et avance. Alors, il se relie à ça, et il retrouve d'un seul coup son alignement, il retrouve véritablement ses forces, son énergie, il casse ses chaînes, et il s'en va. Et pour bien symboliser à quel point le mental concret est quelque chose qui nous aliène, il attache Busiris à sa place. Vas-y, reste attaché à tes connaissances. Ça n'a rien à voir avec la connaissance que je cherche. Et voilà, ça aussi, vous voyez, c'est une leçon intéressante pour nous. Combien de personnes dans la recherche, et là encore, ça fait partie des choses absolument inévitables, et Hercule ne peut pas éviter cette leçon, c'est que quand on a un mental qui commence à se développer, ben on commence à apprendre, à lire plein de trucs, à lire des tas de choses, à avoir des connaissances, à développer des connaissances. Et on n'arrête pas de dire, oui, oui, je sais. Oui, non, mais je connais. Non, mais je sais, là, j'ai lu tel bouquin, j'ai écouté telle conférence, j'ai lu plein de trucs. Non, je sais, je connais. Oui, j'ai des connaissances. Est-ce que j'ai acquis la connaissance? Ah non, pas du tout. Parce que ça, c'est une sagesse intérieure. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est expérimental. Ce ne sont pas des connaissances. Et bien souvent, il y a des gens, qu'on voit bien quelquefois autour de nous, qui restent complètement attachés à leurs bouquins, à leurs théories, à leur savoir, et pas uniquement dans le domaine ésotérique, dans tous les domaines de la vie. les érudits de toutes sortes, de tous les niveaux. Et ben voilà, ils sont attachés à leurs connaissances, ils vivent par leurs connaissances. Leur connaissance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. À partir de là, non, désolé, c'est pas la connaissance. Ils sont pas libres. C'est pas la quête de soi. Alors, Hercule s'est dit, bon, c'est mal parti tout ça. Et il repart de chez Busiris, il sait pas très bien où aller. Mais alors, juste quand il sortait de chez Busiris, il entend des appels au secours. Mais vraiment, au secours, allez, aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Et il va voir. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Prométhée attaché à son rocher. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Prométhée. Prométhée, donc, c'est vraiment un personnage intéressant, c'est qu'on dit qu'il a volé le feu du ciel pour le donner aux hommes. Le feu du ciel, le symbole, c'est la connaissance. Les connaissances. Et donc, il a volé justement le processus mental pour le donner aux hommes. Et depuis, les hommes pensent. Mais quand les dieux ont vu comment ce que les hommes faisaient des pensées, voire Busiris, comment ils utilisaient les pensées, ils ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Prométhée? Mais t'as donné quelque chose de fondamental et les hommes sont en train de prostituer ça, avec une espèce de pensée, avec des opinions, avec du mental tout fait.
C'est pas ça le mental. Le mental, c'est fait pour décoder les idées fondamentales de ce qui doit être et pouvoir décoder cet abstrait en concret. C'est savoir quel est le plan divin, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre. C'est à ça que sert le mental. C'est pas toutes les élucubrations que les humains font. Et pour le punir, il l'attache à un rocher. Et puis, toutes les fois qu'il est attaché comme ça, il y a un aigle qui vient et qui lui dévore le foie. Le foie qui est le symbole de l'émotionnel. Parce que le symbole, c'est que nous utilisons le mental complètement sous l'impulsion du désir et de l'émotionnel. C'est pas le véritable mental. Et donc, Hercule souffre évidemment, d'autant plus que vous savez que le foie, c'est un organe qui repousse. Et donc, chaque fois que le foie est bien repoussé, l'aigle revient, redévore le foie d'Hercule. Donc, le pauvre, il déguste un peu et il appelle au secours. Donc, Hercule voit ça, il voit la situation, il comprend, puis il se dit non, mais j'ai perdu tellement de temps au nord, au sud. Maintenant, chez Busiris, non, mais je m'en sortirai pas. Si je commence à aller aider Prométhée à se sortir de ce truc, donc il m'a pas vu. Voilà, il essaie de passer son chemin. Mais les cris redoublent. Prométhée doit sentir qu'Hercule est dans le coin, et donc au secours, aide-moi, faut pas. Bon, puis bon, j'y vais. Et il y va. Et effectivement, il va soigner Prométhée. Il va le délivrer de ses chaînes, il va chasser l'aigle chaque fois qu'il revient, et il va attendre qu'il cicatrise bien et tout aille bien pour pouvoir repartir. Et quand il repart, il dit bon alors là, non mais là je suis bon là. La question perte de temps, bravo, là j'ai vraiment perdu du temps, j'ai rien appris du tout, etc. Et puis il se met en chemin vers l'est. Il reste que ça. Et d'un seul coup, il entend la voix de son instructeur à l'intérieur qui lui dit non seulement tu n'as pas perdu de temps, mais tu en as gagné. Alors là, il comprend pas là, en quoi il a gagné du temps en délivrant Prométhée. Il voit pas bien. Bon, en tout cas, il continue. Et arrivé là, donc un peu plus loin, il rencontre quelqu'un qui lui dit ah oui, le jardin des Hespérides, absolument, la première à gauche, deuxième à droite, c'est là. Non. Il y croit qu'à moitié. Hein. Et donc il y va, ça ressemble effectivement au jardin des Hespérides, et il voit de loin le pommier extraordinaire. Il dit cette fois-ci ça y est. Alors il y va tout doucement parce qu'il y a le dragon à son tête, mais donc voilà. Donc il y va comme ça. Et puis pas de dragon. Bon. Alors il va pour cueillir, il oublie qu'il n'a pas le droit de cueillir les pommes. Il va pour cueillir une pomme. Et au moment où il accueille, il voit sur le côté le géant Atlas, qui semble porter une sphère qui est lourde, qui porte le cosmos. Et il porte le cosmos et c'est lourd, mais il dit rien, il se plaint pas, il demande pas à l'aide, lui, il dit rien du tout. Et il est là, wow. Et là, Hercule dit, mais c'est pas possible ça. Mais mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais ça doit être terriblement lourd, c'est terriblement pénible. Est-ce que je peux vous donner un coup de main pendant un temps? Et Atlas dit c'est pas le refus, le temps que je me déplie un petit peu. Bon. Et donc dit faites glisser la boule là sur mes épaules. Et voilà, c'est ce que fait Atlas. Et Hercule s'aperçoit d'un seul coup que non seulement c'est pas lourd, mais qu'après le cosmos il tient tout seul. Il dit mais c'est quoi cette mise en scène là? C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Et là il voit Atlas entouré de ses trois filles, les fameuses Hespérides, qui tiennent les pommes et qui lui apportent. En lui disant, il faut que tu saches que les actes d'amour sont les actes qui mènent jusqu'à nous. Seuls les actes de service nous font avancer. Seuls les actes de service sont guérisseurs pour soi, pour les autres. Il n'y a que ça qui est finalement la clé de l'histoire et de la quête humaine. Bon, alors Hercule laisse les pommes, il sait très bien que c'est un symbole et donc il n'en a plus besoin, et il a terminé sa quête. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du 4e et 5e test, puisqu'on les voit un petit peu ensemble, le test de Prométhée et le test d'Atlas? Eh bien, le test de Prométhée, c'est la première fois que Hercule s'oublie. Oh, pas spontanément, hein.
Il a vraiment fallu que Prométhée insiste, aide-moi, etc. Bon, et il allait, bon, j'y vais, mais on peut pas dire que c'était un élan spontané. Mais il l'a fait. Il a accepté d'oublier sa quête personnelle pour s'occuper pendant un certain temps donc de Prométhée. C'était son premier acte de service. Ça, c'est les services, vous voyez, tel qu'on l'entend. Ça, le mot service, c'est un mot qui est pas toujours facile à comprendre. Parce qu'il a deux sens. C'est faire la différence entre ce qu'on appelle rendre service et déployer le service de l'âme. Et toute la nuance, elle est dans ces deux acceptions du mot service. Rendre service, ça on sait tout. Ça on le fait tous. On sait rendre service. Et vous remarquerez que rendre service, c'est extrêmement rarement, même si c'est spontané, altruiste. Parce que quand on rend service, c'est pour quelqu'un qu'on aime bien, des gens qu'on apprécie, dont on sait qu'ils vont nous le rendre, affectivement. Ou bien c'est même carrément pour nous-mêmes. J'ai rendu service. Vous voyez, on se le fait pas comme ça, c'est plus ou moins conscient. Mais quand même, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis quelqu'un qui rechigne pas à rendre service, je suis pas comme Hercule, faut pas qu'on m'appelle 10 fois, j'aime bien. Bon, vous voyez, le service, on connaît. Donc le nombre de fois où on sert dans des associations, dans des œuvres caritatives, on peut faire plein de choses par rapport à ça. Je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de dénigrer. Je suis en train de dire c'est le premier pas du service. Mais le moi est encore présent. Ça me rapporte à moi indirectement. Mais on peut déjà y déceler quand même un intérêt pour l'autre. Et c'est la première fois. Vous voyez, Hercule, qu'il soit au nord, l'autre, il peut raconter ce qu'il voulait, il s'en fichait éperdument. Que ce soit au sud, où il s'occupait que de lui, de ce qu'il allait lui rapporter, de ce qu'il allait l'aider dans sa quête personnelle, de ce que ça allait l'amener, que ce soit à l'ouest, ou avec les connaissances. Il était entièrement centré sur sa quête et sur lui. Là, d'un seul coup, pour la première fois, décentrage. Il est question d'autre chose. Il est question d'aider gratuitement quelqu'un. Même s'il ne le fait pas encore spontanément, c'est en tout cas l'état d'esprit qui commence. Et c'est pour ça qu'il entend la phrase « Non seulement tu n'as pas perdu de temps, mais tu en as gagné », parce que le service est un accélérateur d'évolution. Nous perdons énormément de temps, énormément de vie à nous développer nous-mêmes personnellement pour nous-mêmes. Le jour où on commence à s'oublier une microseconde, de temps en temps, des petits trucs qu'on fait vraiment spontanément par rapport aux autres, sans penser à quoi que ce soit, c'est un accélérateur d'évolution. Se décentrer est le plus grand accélérateur d'évolution qu'on puisse imaginer. Et c'est pour ça qu'il entend la phrase « Non seulement tu n'as pas perdu de temps, mais tu en as gagné ». Et c'est pour ça qu'il s'est trouvé immédiatement sur la voie. Et qu'on lui dit « Le jardin, mais il est là. Il est tout près. » En fait, le jardin, il est partout. Où il apparaît quand on est prêt. Et donc il apparaît là à Hercule. Et là, Hercule, effectivement, si jamais il avait cueilli la pomme, il se serait aperçu que le fameux dragon à 100 têtes, c'était le premier. Et donc d'un seul coup, chaque pomme se serait transformée en tête du dragon et il n'avait plus qu'à prendre la fuite. Mais comme il ne le fait pas et qu'il oublie, alors qu'il est arrivé à sa quête, il est arrivé à la fin, ça y est, il touche la pomme, il l'oublie complètement parce que il va aider Atlas. Atlas, ça symbolise vraiment, vous voyez, le monde. On dit qu'il porte le cosmos. Mais cosmos, c'est un mot grec qui veut dire unité, exactement comme le mot monde en latin. Ce sont deux mots qui montrent l'unité fondamentale de la terre et du ciel. On ne sépare pas dans ces notions-là. Donc il n'y a pas de séparation du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. C'est un tout. Donc Hercule, il porte ce tout. Atlas, il porte ce tout. Et sa souffrance, c'est de voir combien on a du mal, nous, humains, à relier, justement. On sépare. On a du mal à relier le haut et le bas, l'esprit et la matière, l'âme et la forme. Et qu'on est séparés. Et c'est ça un petit peu la souffrance du monde. Atlas, en grec, ça veut dire porteur. Il est porteur, justement, de tout ce qui se passe, de tout ce processus mondial, et qui n'est pas évident. Et finalement, qu'est-ce que fait Hercule en disant qu'il va le soutenir? C'est que d'un seul coup, il se déclare serviteur du monde. C'est à ce coup, il dit, mais moi, ma quête, je l'oublie, je suis auprès des pommes, je laisse tomber, je vais aider à sauver le monde. Je vais aider à faire évoluer les choses. Et là, c'est la clé du véritable service. Comment est-ce qu'en ésotérisme, on définit le véritable service? Le service, c'est tout simplement l'énergie de l'âme qui passe à travers la personnalité. Le service s'enclenche automatiquement dès que la personnalité a tendance un petit peu à s'oublier et à laisser passer ses énergies globales.
Alors vous allez me dire, c'est quoi l'énergie de l'âme? Oh, c'est très simple. Là encore, vous voyez, on a certaines tendances à faire un peu des choses un peu compliquées. Mais la clé pour nous, pour notre recherche, c'est de comprendre que l'énergie de l'âme, psychologiquement, c'est la conscience globale. C'est la conscience du tout. C'est la conscience de l'ensemble. L'âme ne pense qu'ensemble et globalité. L'âme ne pense jamais à nous personnellement. On n'existe pas. Elle pense à l'avenir de l'humanité, à l'avenir des animaux, des végétaux, des minéraux, des débats. C'est tout cet ensemble, tout l'avenir de la planète Terre. Donc c'est l'avenir de tous les terriens, c'est-à-dire de tous les habitants de la Terre. L'âme, elle s'occupe de ça. Et quand nous, on se met à penser dans ces termes-là, dès que nous, on commence un petit peu à sentir en termes d'ensemble, à penser en termes d'ensemble, à agir en termes de globalité, on ne s'en rend pas compte, hein. On est porteur de l'âme. On est des atlas de l'âme. Même si ça ne nous fait rien apparemment, mais tant qu'on est dans notre moi-je, on est porteur de rien du tout. On peut rendre service, comme je vous disais tout à l'heure. On ne peut absolument pas être dans le service, dans cette énergie de radiation. Donc le service est une véritable radiation de l'âme qui passe à travers nous. C'est-à-dire, est-ce que les gens s'en aperçoivent? Retour sur soi. Est-ce que les gens s'aperçoivent que moi j'évolue? Ben non, pas forcément. Est-ce que ça fait de l'effet uniquement à côté de moi? Pas forcément. Ça diffuse dans l'éther planétaire. Je ne sais pas où ça va faire de l'effet. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont me remercier? Non. Personne s'en aperçoit et personne ne me remercie. Vous voyez comment le moi est mis à difficulté? Alors, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas à qui ça le fait, je ne sais pas. C'est à l'ensemble. Hercule, vous voyez, il ne sert pas par rapport à une personne, il sert par rapport au cosmos. Il sert par rapport à l'ensemble. Il soulage justement cette histoire. Sa participation, c'est de dire, ben voilà, pensons en termes de globalité, effaçons justement le petit moi-je, effaçons la préoccupation qu'on a en permanence pour le soi personnel, et soyons justement dans cette globalité. C'est ça qui permet la circulation de l'âme à travers la personnalité. Et c'est comme ça qu'on guérit le monde. Guérir le monde, c'est la seule façon. C'est justement d'arriver à ce que tous, de plus en plus, nous pensions au quotidien, nous pensions en termes de globalité, on sent en termes d'ensemble et on pense en termes d'ensemble. Et chaque fois qu'on fait ça, nous sommes des guérisseurs. Chaque fois qu'on fait ça, vraiment, on amène quelque chose par rapport au monde et par rapport à l'ensemble. C'est ça qui fait nous progresser la globalité, bah, puis nous avec, hein, puisqu'on fait partie de l'ensemble, on n'est pas séparés. Mais vous voyez, dès que je me préoccupe de moi, de ma santé, de mon bien-être, de mon ligne, je ne fais absolument pas œuvre de guérison. C'est dur à dire, je contribue à rendre malade un peu plus le monde. Chaque fois qu'on est centré sur soi, personnellement, on contribue à rendre un peu plus malade le monde, parce que le monde, il est malade de la personnalité séparée. Chaque fois que je m'oublie pour être justement beaucoup plus dans cette globalité, là, je contribue au contraire à être un véritable guérisseur. Voilà ce que nous donne, vous voyez, ce troisième travail d'Hercule. Il est vraiment très, très intéressant parce qu'il résume d'une manière un peu globale toute l'histoire. Donc c'est vrai que, je vais vous montrer ça. Voilà. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est vrai que on a ce livre qui raconte tous les travaux, de la manière dont je viens de vous les raconter, et qui montre justement comment on peut interpréter tous ces travaux et comment on peut réussir à ressortir véritablement une mise en œuvre. Alors c'est pas pour des connaissances, hein, parce que si encore une fois c'était vous allez apprendre ceci, cela, c'est pas la peine. Ce qui est intéressant, c'est que ça puisse nous toucher dans une mise en œuvre. La connaissance que cherche Hercule, c'est notre expérimentation par l'intérieur. Tant que on a des connaissances, ça peut être utile. Hein. Les connaissances, c'est pas nuisible. C'est très utile, c'est indispensable. C'est une base. Mais c'est une base pour expérimenter intérieurement et aller chercher intérieurement ce qui est marqué dans les bouquins. Qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est dit. Même les témoignages des plus sages, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils proposent. Ok, comment je le vis, comment je le sens, comment je le transforme. C'est ça la connaissance. Et c'est là que ça prend véritablement de la valeur. Il n'y a que là que ça prend véritablement de la valeur et de l'efficacité. Eh ben, je vous remercie de votre attention. Il y a 10 minutes de questions-réponses. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions?
Quand vous dites que ça ne sert à rien de faire un travail personnel, puisque en fait c'est un chemin obligé, d'après ce que vous dites. Donc il y a quand même une utilité. Puis ça me fait penser aussi à la voie bouddhiste, où il y a le petit véhicule, où finalement on atteint un éveil pour soi, donc ça ne sert à rien, mais qu'il faut aller vers le grand véhicule. Vous avez entendu la question? Pourquoi est-ce que j'aurais dit que ça ne sert à rien de développer le personnel? Parce que c'est indispensable. Oui, c'est absolument indispensable. Mais ça rend malade l'humanité. C'est ce qu'on appelle, donc on a écrit un autre bouquin là-dessus, qu'on appelle le fabuleux dessin de l'humanité, et qui montre que pour se construire, les humains ont d'abord besoin, l'âme a besoin d'avoir une personnalité efficace, constructrice et inventive. Mais pour construire cette personnalité avec un mental, un émotionnel et un physique performant, eh ben, on se sépare de l'ensemble de la globalité. Et donc, si on devait dessiner ça sur une courbe, on involue. Et regardez l'humanité en ce moment, elle est en train de vivre complètement ça. On a l'impression même si ça va pas se casser la figure. On dit, mais on dégringole de plus en plus, c'est de pire en pire, on est en train de se casser la gueule. Non, non, on est en train d'involuer parce que de plus en plus de millions de personnes sont en train de construire leur moi-je et d'affirmer leur moi-je. C'est indispensable. On ne peut pas faire sans ça. Et une fois qu'on a vécu ça, c'est là qu'on commence à prendre conscience qu'il y a autre chose. On dit, mais c'est pas possible. Et la clé de cette autre chose, ben, c'est pas de se perfectionner soi-même dans la spiritualité. La clé de cette autre chose, c'est de s'oublier. C'est là que ça devient utile. Et c'est là que justement le voyage au sud, c'est de comprendre que quelle est notre motivation quand on fait telle ou telle chose d'un point de vue spirituel. Est-ce que ça continue d'être un développement personnel? Et pourquoi pas? Si j'en sens la nécessité, c'est indispensable de le faire. Ou à un moment donné, je dis, bon, ça y est, j'ai donné, maintenant il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et là, c'est important de savoir que la clé, c'est l'oubli de soi. Mais tant qu'on en ressent le besoin, il faut le faire. Il n'y a rien de faux. Et c'est ce qui est bien, c'est essayer de montrer dans les travaux d'Hercule, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il ne s'est pas trompé en allant d'abord au nord, au sud, à l'ouest. Il faut passer par tous ces stades et régulièrement, peut-être, vous avez-vous reconnu, nous passons nous-mêmes à travers d'une vie par tous ces stades. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'en prendre conscience. C'est bon? Super, bonne soirée à vous.